Je pense que non-fiction, c'est, comme définition, c'est peut-être plus intéressant que documentaire. Mais en même temps, ils disent eux-mêmes qu'eux, ils documentent des choses qui se passent. Mais que ces choses soient inventées ou pas, c'est une autre question, en fait. Pour une poignée de docs explore des sujets qui traversent les films programmés par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Je suis Marion Caro, rédactrice en chef du magazine Balise, et dans cet épisode, je vous emmène dans le sud des États-Unis tel que le représentent les frères Bill et Turner Ross, dont les films sont projetés au Centre Pompidou du 12 avril au 9 juin 2023. On est en Western, un film de 2015, et on est en voiture avec Chad Foster, le maire de la ville d'Eagle Pass, au Texas. Il vient d'une réunion officielle juste de l'autre côté de la frontière, à Piedras Negras, au Mexique, et il rejoint un élevage de bétail. C'est un endroit qu'on a déjà vu dans le film. Le maire aussi connaît l'endroit, et il déambule à l'aise, une main dans la poche, son Stetson sur la tête. La fille du propriétaire joue dans les enclos vides, en Santiago. Et puis, pendant que le bétail est parqué, une discussion informelle commence entre le maire et un éleveur. On est du côté américain, mais l'éleveur est mexicain. Alors la discussion a lieu en espagnol. Chad Foster a l'habitude de passer d'une langue à l'autre. Ça commence par plaisanter, mais le sujet est grave. L'éleveur parle des problèmes de drogue qui s'amplifient à la frontière. Pour les deux hommes, les médias renvoient la faute sur le Mexique, alors que les États-Unis sont eux aussi responsables. L'éleveur a peur, il ne veut plus se déplacer pour acheter du bétail. Il en a marre d'être stigmatisé et de recevoir des menaces. Chad Foster l'écoute. Il acquiesce. Il tente de relativiser. Alors l'éleveur rappelle que des Mexicains sont retrouvés assassinés. Dans cette séquence du film western, il y a le cinéma des frères Ross. Il y a des personnages charismatiques, il y a des discussions qui abordent l'air de rien des sujets de société. Et puis, les images et les sons font surgir sous nos yeux un espace particulier. L'accent anglais traînant et la langue espagnole placent la scène à la frontière mexicaine. L'univers, c'est celui du western, avec les vaches qui s'agitent, les barrières qui claquent, la poussière qui se soulève, l'éolienne de pompage qui tourne en grinçant, les Santiago pieds, les bandanas au cou et les Stetson sur la tête. On sent chez les frères Ross qu'il y a un grand plaisir à jouer avec les clichés du genre pour faire poindre derrière un réel qui n'est pas manichéen et des personnages subtils. Dans Western, avec ses cow-boys et ses Mexicains, mais aussi dans Chupitulas avec son folklore de carnaval, ou dans Bloody Nose Empty Pockets avec sa galerie de white trash, il s'empare de représentations éculées du Sud américain pour recomposer un portrait de ces territoires. Mais pourquoi le Sud ? D'autant que Bill et Turner Ross ont grandi dans le Midwest. On trouve assez peu d'informations sur leur parcours. Alors, pour connaître un peu mieux leur vie, je suis d'abord allée voir Harry Boss, programmateur pour la Cinémathèque du documentaire à la BPI, qui a organisé le cycle qui leur est consacré. Turner et Bill Ross sont nés à Sydney, dans l'Ohio. Après les études au Savannah College of Art and Design, ils partent, comme beaucoup de gens, en Californie pour travailler dans l'industrie du cinéma. Bill est monteur et enseignant de cinéma. Turner travaille dans les art departments, ce qui veut dire qu'il est dessinateur avant tout. Mais en 2006, ils font un pas radical. Ils tournent le dos à Hollywood et
ils décident de faire ce qu'ils ont fait en fait depuis leur jeunesse, c'est de faire des films ensemble. Et donc leur premier film, c'est un film qui tourne dans leur ville de naissance, Sydney, 45365. C'est le code postal de cette ville, petite ville, vraiment dans le Midwest américain. Ce film est immédiatement reconnu comme important et sélectionné dans le festival de Austin SXXW. Et leur film après, qui est donc Tchoupitoulas, est même sélectionné ici au Cinéma de Riel en 2012. Et là, on commence à se dessiner une vraie thématique dans leur cinéma, parce que après, ils font un troisième film, western, et ces trois films, aujourd'hui, sont caractérisés comme la trilogie américaine des frères Ross. Entre-temps, ils décident de déménager. Après Catherine, donc l'ouragan Catherine en 2005, la Nouvelle-Orléans, et attire curieusement beaucoup de jeunes artistes, en général sans sous, pour s'installer. Donc il y a tout un milieu de cinéma qui, après 2005, s'installe à la Nouvelle-Orléans. Et les frères Ross font le même pas. Et symboliquement, ils reflètent ça dans un de leurs plus beaux et film le plus drôle, c'est River. C'est le passage en bateau, enfin même pas un bateau, mais un péniche, ou on dit un houseboat aux États-Unis. Et donc un bateau, ils descendent l'Ohio et le Mississippi avec ce bateau qui échoue, mais c'est extrêmement symbolique. Et pendant ce voyage, ils rencontrent à peu près tout le monde, ils se font aider par tout le monde, et donc c'est leur traversée de l'Amérique profonde. Donc en fait, c'est une quatrième film sur l'Amérique. Depuis, ils ont fait plusieurs autres films. Leur film le plus important est sans doute Bloody Nose, Empty Pockets, qui a eu le malheur d'être terminé en plein milieu de la pandémie. Il a quand même été sélectionné à Berlin, mais le film n'a pas trouvé de distributeur en France. C'est le récit de la clôture d'un bar pas très chic dans les banlieues de Las Vegas. Et les frères Ross filment les 12 dernières heures de l'existence du bar. Ce qui est très particulier dans ce film, c'est que non seulement le décor du bar, n'était pas véritablement Las Vegas. Ils ont tourné à la Nouvelle-Orléans et les personnages du film ont été sélectionnés. Donc il y avait un casting. Néanmoins, ils défendent cette méthode comme authentique et ils disent surtout de ne pas vouloir s'imposer pendant le tournage. Ils sélectionnent le personnage. Ils mettent un décor en place, mais après, tout se déroule comme ça se passe dans la vie. Vous l'aurez compris, Bill et Turner Ross ne filment pas seulement le sud des États-Unis, mais cette région reste bien dans leur filmographie un territoire de prédilection, notamment la Louisiane et le Texas. Et en arpentant ces espaces, c'est en effet un certain portrait du pays qu'ils cherchent à brosser. Mais alors justement, puisque les États-Unis sont un sujet central dans leurs films, qu'est-ce qu'ils en montrent et qu'est-ce qu'ils en racontent ? J'ai posé la question à Jordan Mincer, qui est producteur, journaliste et critique de cinéma, notamment pour le Hollywood Reporter, et qui connaît bien l'œuvre des frères Ross. Bonjour Jordan Mincer. Bonjour. Pour commencer peut-être pour contextualiser, est-ce que vous pouvez expliquer comment les frères Ross décident d'aller pour la première fois tourner à la Nouvelle-Orléans avec Tchoupitoulas ? Comme beaucoup de cinéastes américains, il faut trouver une ville, il faut trouver une base. Les États-Unis, c'est un grand pays. La base classique pour les cinéastes, c'était New York et Los Angeles. Mais depuis un certain temps, j'ai remarqué que, parce que cette ville devient trop cher, en fait, pour des jeunes cinéastes, des étudiants, sortant de l'école, qui cherchent à faire des films indépendants,
il faut trouver des alternatives. Ce qui s'est développé depuis 20-30 ans, peut-être 40 ans, c'est en fait des universités, des facs où il y a des programmes cinéma ou arts dans le sud. Et en fait, à un moment donné, ça attire des jeunes cinéastes et au lieu parfois de tout de suite quitter l'école et d'aller à Hollywood, parfois ils restent ou ils retournent. Donc il y a University of Texas où il y avait 3 ou 4 cinéastes qui sont sortis de cette école dans les années 90. Notamment, il y a Wes Anderson, c'est peut-être le plus connu, mais il y a aussi Robert Rodriguez qui faisait du cinéma indépendant. Et en fait, il y avait toute une scène indépendante qui se créait un peu autour de cette école. Il y a aussi dans University of North Carolina plusieurs cinéastes, David Gordon Green, Jeff Nichols, qui sont sortis de cette école-là et en fait qui sont retournés aussi beaucoup travailler dans les Carolines du Nord. Et on voit le frère Ross, j'ai appris qu'ils étaient à Savannah College of Art and Design. Donc, c'est intéressant comme choix aussi de ne pas aller à New York ou Los Angeles où il y a beaucoup d'écoles de cinéma, mais plutôt d'aller dans le sud. Et je pense que c'est parce que, au moins aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes cherchent des alternatives pour les grandes villes trop chères ou la possibilité de s'inventer comme cinéaste ou artiste est plus compliqué si on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, aujourd'hui, on trouve des jeunes cinéastes qui s'installent à Détroit, à Baltimore, et beaucoup, en fait, à la Nouvelle-Orléans, surtout après Katrina. À la fois, Nouvelle-Orléans, c'est une destination aussi un peu mythique, parce que c'est une ville américaine, mais complètement à part du reste du pays, parce que c'est une ville américaine qui est aussi une ville européenne, une ville française, une ville avec une culture complètement unique par rapport au reste des États-Unis. Après, il y a tout le mythe du Sud qui traverse la littérature américaine, le cinéma américain aussi. Et je pense que même si on cherche une certaine authenticité américaine, moi, je dirais qu'on le trouve peut-être plus dans le Sud que dans le Nord. Il y a Clint Eastwood qui a dit il y a seulement 2 choses qui sont authentiquement américains dans l'art. C'est le western et le jazz. Et on peut dire que c'est 2 formes d'art qui ont été complètement inventées aux États-Unis. J'ajouterais le hip-hop, le rap aussi, troisièmement. Mais et donc le jazz inventé à c'est une invention qui est musicale de la Nouvelle-Orléans. Et le western, c'est le Texas, donc juste à côté, l'État d'à côté. Et donc, ils s'installent là-bas où il y a déjà d'autres cinéastes installés, notamment le membre d'un collectif qui s'appelle Court 13, que c'est des étudiants qui étaient à Wesleyan dans une fac ensemble, et dont le plus connu, c'est Ben Zeitlin, un cinéaste qui a fait son premier film justement à la Nouvelle-Orléans, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle en anglais Beasts of the Southern Wild. Et en fait, quand Ben Zeitlin s'est installé là-bas, il avait tout un collectif avec lui, des techniciens, d'autres auteurs, et les Ross Brothers, donc ils descendent là-bas pour faire partie aussi un peu de ces groupes. Et d'ailleurs, ils vont travailler plus tard avec ces groupes. Oui, ils ont travaillé sur les bêtes du Sud sauvages, d'ailleurs. Exactement, ils ont fait 2e équipe, d'après ce que j'ai compris, et ils ont fait ce très beau documentaire de Making of. Le titre est un peu long, c'est Second Star to the Right and Straight On Till Morning, qui est une citation du livre Peter Pan. Et c'est un Making of assez unique aussi. Et en fait, il y a 2 écosystèmes à la Nouvelle-Orléans. Il y a les cinéastes indépendants qui font de petits, entre guillemets, films là-bas. Mais il y a aussi le studio hollywoodien qui est en pied dans la région, en fait, dans l'État, parce que l'État de Louisiane, c'est un des États les plus généreux avec leur crédit d'impôt de production. Donc, il y a beaucoup de tournages hollywoodiens, des séries et des longs métrages qui se passent à la Nouvelle-Orléans et dans l'État. Et donc, il y a déjà une infrastructure de production. Il y a beaucoup de techniciens qui vivent là-bas. Donc, il y a ça. Et à côté, il y a effectivement ces artistes, jeunes cinéastes qui font des films en dehors du système là-bas.
Et ce qu'ils décident d'aller filmer là-bas, c'est même ils vont chercher des jeunes à la périphérie, en fait, de la Nouvelle-Orléans. Oui. Donc, ils vont chercher plutôt des personnages qui sont même à la marge de cette ville-là. Pourquoi est-ce qu'ils décident d'aller plutôt du côté de la marge pour faire le portrait un peu de cette ville ? En fait, c'est des vrais gens de la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas des gens qui sont venus aussi, on peut dire, gentrifier une partie de la ville, parce que je sais que maintenant, il y a une partie plus chère. Donc, ils sont de la vraie banlieue de la Nouvelle-Orléans. Et c'est quand on voit tout le film de Ross Brothers, on voit que c'est ce qui les intéresse, c'est les vrais gens qui habitent de vrais endroits, qui sont là depuis très longtemps. Donc j'ai l'impression que de focaliser sur des gens comme ça, c'est d'essayer de montrer la vraie ville qui existe en dehors de la ville, où pourraient habiter les artistes et les gens de Los Angeles et de New York. Et en même temps, il les confronte justement à certains clichés. Ils vont dans le centre, ils vont au carnaval, ils vont sur Canal Street. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on voit dans le film que même s'ils habitent à la Nouvelle-Orléans, ils n'ont pas forcément accès à cette Nouvelle-Orléans qui est touristique, culturelle, avec toute la musique. Donc, ils découvrent pour la première fois leur propre ville comme quelqu'un de la banlieue parisienne qui pourrait venir au centre de Paris. Mais pour eux, c'est pas très facile de venir parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de transports en commun, que tout est un peu galère. Le film, ça raconte ça. Ils ratent le bateau pour rentrer chez eux, donc ils passent la nuit là-bas, et c'est comme ça qu'ils découvrent vraiment la ville, parce que c'est une ville de nuit, de la nuit quand même. Mais je trouve ça très beau et touchant, parce que c'est une réalité aussi. Moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue new-yorkaise, dans le Queens, donc qui est quand même à 45 minutes de Manhattan, et on n'allait jamais à Manhattan. On restait dans notre quartier, on restait dans notre petite rue, en fait. Et donc, je trouve que c'est quelque chose de très honnête de montrer dans le film que ces enfants de la Nouvelle-Orléans, ils ne connaissent pas leur ville, vraiment. Et donc, ils vont le découvrir. Et pour moi, le film, c'est une espèce de coming-of-age movie où ils vont grandir avec cette aventure qu'ils vivent dans la ville. C'est tout ce que j'espérais. Des photos de femmes nues, des clubs. Vous voyez ce que je veux dire ? Faudrait qu'on trouve une boîte de nuit. Cette notion de traversée, on la retrouve dans les autres films des frères Ross. Alors littéralement, dans River, quand ils descendent de l'Ohio et puis le Mississippi, où ils vont à la rencontre des gens sur les rives, mais même dans Western, en fait, il y a vraiment cette idée de traverser sans cesse la frontière. Est-ce qu'à chaque fois, il y a cette idée de montrer des réalités différentes par des traversées, d'aller de la marge au centre, comment vous voyez ces traversées ? C'est vrai que dans Western, qui est un documentaire sur une ville frontière ou deux villes frontières, une ville en Mexique, une ville aux États-Unis, et comment les deux vivent une crise qui est le narcos, le trafiquant de drogue et le meurtre qui sont commis, surtout en Mexique. On voit qu'il y a une frontière qui sépare deux pays, deux villes, et que d'un côté, il y a ceux qui vivent sur la marge, plutôt du côté du Mexique, qui ont beaucoup moins de ressources. Mais en même temps, ceux qui vivent aux États-Unis, ils sont obligés d'aller au Mexique pour faire leur travail, qui est le bétail, en fait, l'élevage de bétail. Il y a deux villes avec deux réalités très différentes, où il y a à la fois la marge et pas la marge. Parce qu'en fait, on suit surtout le maire de la ville de Texas, et lui qui est censé avoir un peu le pouvoir de la ville, mais qui n'a aucun pouvoir, en fait, qui arrive à rien contrôler parce que ça le dépasse complètement, et c'est plutôt le gouvernement de l'État ou le gouvernement fédéral américain qui décide pour lui. Mais je trouve qu'en général, dans tous leurs films, vu qu'en fait leur façon de faire des films, c'est de créer des situations où un film peut se faire, une histoire peut se faire. Et donc, quand on fait un road movie, par exemple, mais il faut partir sur la route et il faut voir ce qui se passe. Et ça, c'est le cas de River. Et même dans un film comme Bloody Nose, Empty Pockets, il crée une situation aussi pour que quelque chose se passe. Et ça, c'est la fermeture d'un bar à Las Vegas, mais tourné à la Nouvelle-Orléans,
où ils vont mettre des personnages dans une situation et des choses vont arriver. Donc, c'est pas scénarisé. C'est pas non plus du documentaire, parce que dans un documentaire classique, on peut dire, on est censé un peu rester en dehors de situation et laisser les choses se passer, alors qu'eux, ils créent eux-mêmes des situations suivant de leur film. Dans Chiputulas, c'est pareil, c'est-à-dire ça n'a pas été filmé dans une nuit, ils ont tourné ça comme un vrai film, mais on est quand même dans une situation documentaire aussi, il n'y a pas de répliques qui sont données aux enfants. Les enfants inventent leurs propres répliques. Donc, je trouve que en fait, une traversée, c'est une façon de créer ce genre de situation. Parce que quand on part en voyage, il y a quelque chose qui va se passer et en espérant que ça va être intéressant, en fait. Quand ils mettent en place ces situations pour que quelque chose se passe, ils jouent aussi avec justement des motifs de fiction pour que le spectateur se projette, reconnaisse. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus précisément comment ils jouent justement avec certains clichés, avec certaines situations fictionnelles ? Western, c'est encore un bon exemple parce que d'une certaine manière, Western, c'est un documentaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas créé la situation des narcos qui allaient assassiner des gens. Ça, c'est vraiment ce qui se passe. Et ils ont suivi un peu ce qui se passait, le résultat de ça, et la politique, et tout ça. Mais ce qui donne un peu de fiction dans tout ça, pour moi, c'est plutôt la mise en scène. C'est-à-dire qu'ils utilisent la musique comme dans un western. Les plans, les images, ça fait beaucoup penser à western. C'est monté plus comme la fiction que comme le documentaire. Il y a des petits moments de fiction, on peut dire, qui surgissent au milieu du documentaire et vice-versa, en fait. C'est ça. Je pense que non-fiction, comme définition, c'est peut-être plus intéressant que documentaire. Mais en même temps, ils disent eux-mêmes qu'eux, ils documentent des choses qui se passent. Mais que ces choses soient inventées ou pas, c'est une autre question, en fait. Mais dans un autre film comme Bloody Nose, Empty Pockets, là, ils sont vraiment là à créer une fiction. Ces bars, je crois, n'est pas vraiment fermé. Ils ont trouvé ça que juste c'est une façon de créer une histoire, l'attention, ces moments un peu où on est à la fin de quelque chose, qu'est-ce qui va se passer après. Donc, mais tout ça, c'est faux, ça a été inventé. Mais les réactions des personnages, qui sont des vrais, pour la plupart des gens qui étaient vraiment dans ce genre de bar, de vraies personnes, ça, est-ce que c'est la fiction ou pas? Je pense que eux, le frère Ross dirait que non. Ils ont réagi complètement, honnêtement, à la situation. Donc, dans quasiment chaque film, et dans River aussi, parce que River, c'est un voyage documenté où eux-mêmes, le frère Ross et leur troisième frère et un ami, ils sont 4, ils sont le principal personnage de cette histoire. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Bienvenue sur le Rosemary. Voilà, nous entamons aujourd'hui un grand voyage. Un voyage dont l'issue nous aura transformés. Les nombreux kilomètres encore inconnus, mais bientôt balayés de fond en comble. Les nombreux visages inconnus, bientôt souriants. Nous n'irons pas vers des terres inexplorées, ce sont des sentiers connus. Non, nous allons vers la frontière du cœur et de l'esprit. Un voyage épique le long de la grande aorte d'Amérique. Ils ont créé une situation, on va descendre le Mississippi River dans un petit péniche. Donc ça, c'est la situation qui est, on peut dire d'une certaine manière, fictive, parce que ça fait penser surtout à Mark Twain et des grands récits de la fiction. Mais ils rencontrent sur le chemin des gens qui sont des vrais gens et qui ont des vraies réactions des gens. Donc, mais ils sont habillés eux-mêmes, le frère Ross et leurs potes, comme des personnages de fiction. Donc voilà, c'est toujours entre deux, mais je trouve que en fait, c'est comme au lieu de faire ce qu'on fait classiquement dans le cinéma américain peut-être surtout, écrire un scénario où tout est dit d'avance et après, donc tourner le film, c'est juste une façon d'enregistrer ce qui a déjà été décidé un peu d'avance. Après, il y a des petites décisions qui sont prises. Eux, c'est autre chose. C'est qu'on va créer une situation et on va le documenter, on va le capter. Et après, le résultat sera un film qui est ni documentaire, ni fiction complètement. Oui, ça permet de donner de l'épaisseur, en fait, au récit et au réel en même temps. En fait, j'ai trouvé une authenticité dans leurs films qu'on voit assez rarement dans le cinéma américain.
cinéma hollywoodien, bien sûr, mais même le cinéma indépendant américain a une tendance à suivre le code hollywoodien, mais avec moins d'argent. Donc, on va juste faire en polar, en film d'horreur ou en une comédie avec moins de moyens, mais on va suivre les mêmes règles, en fait. Eux, le frère Ross, sont beaucoup plus héritiers d'un cinéma vraiment indépendant. Je dirais qu'ils commencent aux États-Unis avec John Cassavetes, qui a vraiment complètement changé, en fait, la façon dont le cinéaste de la narration qui faisait des films de fiction faisait leurs films. Parce que lui il écrivait ses films quand même, mais il improvisait énormément avec ses acteurs et il créait des situations où il mettait 5 acteurs dans sa maison. Sa femme qui jouait, Gina Rollins, qui jouait souvent dans ses films. Et donc, ce qui sortait de ça, c'était des fictions, mais d'une authenticité des personnages et de performances qu'on a rarement vu en fait aux États-Unis. Et pour moi, le frère Ross sont plus les héritiers de cette tradition-là, même plus ça que l'héritier du documentaire en fait. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme influence dans leur cinéma ? Là, justement, le festival rétrospective à la BPI, ils sont couplés avec Russ Brink. Et Russ Brink, c'est un cinéaste que je ne connaissais pas très bien. Je connaissais Burden of Dreams, son film sur le tournage de Werner Herzog de Fitzcarraldo, qui est un des grands films de making-of légendaire. Et je connaissais en fait son documentaire sur Lightning Hopkins, mais après je connaissais pas le reste de son œuvre. Et là j'ai découvert avec beaucoup de plaisir Always for Pleasure, donc documentaire sur la Nouvelle-Orléans, où là on n'est pas dans la fiction pour moi, on est dans le documentaire. Il est vraiment là, enregistrer des événements, des personnages, de les interviewer d'une manière comme on fait dans le documentaire. Mais chez Russ Brink, il y a aussi beaucoup de mise en scène. Par exemple, il utilise beaucoup de zoom, ce qui fait aussi le frère Ross, j'ai remarqué. Et donc, c'est-à-dire que ça va du détail au plan large où on va en fait découvrir la ville après un petit détail. C'est des choses comme ça qui sont plus de mouvements de cinéma que pour moi que de mouvements de documentaire. Après, c'est l'utilisation de la musique. Dans Russ Brink, le film de Russ Brink, il y a énormément de musique tout le temps. Et je trouve qu'avec le frère Ross, c'est pareil. Après, il y a quelques autres influences. En fait, ils ont publié sur Criterion leur liste de leurs 10 films préférés. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a très peu de documentaires, alors qu'on les associe toujours aux documentaires. Mais il y a effectivement Cassavetes, il y a Altman, ils ont mis Nashville. Mais je pense que toute l'œuvre des années 70 d'Altman, ça a eu une influence énorme. Et c'est un peu pareil qu'on en voit dans des films d'Altman, des scènes de bar, tout le monde parle en même temps et il y a quelque chose de très réel et très naturel. On trouve ça dans Bloody Nose Empty Pockets. Et donc, je pense que ce cinéma-là, surtout le cinéma des années 70, qui a eu un impact sur eux, plus que le monde classique, le monde du documentaire. Un autre film que je voulais citer, où j'ai vu dans une interview, ils ont parlé de ce film, c'est un documentaire des années 90. Donc là, on est dans un documentaire mais très, très particulier qui s'appelle Hoop Dreams. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais qui est quasiment inconnu en France. Et en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes basketteurs dans un lycée à Chicago, parmi les meilleurs basketteurs de l'État, et même ils sont très promoteurs pour jouer plus tard dans la NBA. Et en fait, le cinéaste, c'est Steve James, mais il travaille avec quelqu'un d'autre. Il était envoyé juste pour le documenter pour un petit truc de 30 minutes. Mais il a fini par passer 5 ans avec ces 2 gamins. Et en fait, c'est un film incroyablement triste parce qu'on va voir que même s'ils sont très doués, c'est tellement dur de réussir dans le sport, surtout dans le basket aux États-Unis, qu'on va voir leur parcours qui ne vont pas du tout dans la direction qu'ils auraient espéré. Et donc, c'est un film un peu, on peut dire aussi, comme le frère Ross, d'une situation, c'est-à-dire que
ils sont là. Là, c'est documenté. Le cinéaste n'a pas inventé ce qui se passe avec ces deux garçons, mais ils s'installent dans un lieu avec eux et on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe a toute l'émotion de la fiction, en fait. Donc ça a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de gens aux États-Unis. Moi, je l'ai vu à 17 ans et j'y parle toujours. Je parle toujours de ces films. Et puis, ce documentaire dont vous parlez, ça montre aussi que que leur influence, c'est de construire des portraits, en fait. C'est à partir de personnages charismatiques qui vont raconter une situation, qui vont raconter la réalité d'un territoire ou plus largement d'une région. Là, je pense qu'on le voit dès leur premier film. Donc, je vais bien dire le code postal. Donc, c'est 40365. C'est pas le titre le plus facile, mais c'est le code postal de leur ville natale de Ohio, Sydney, Ohio. Et ça, j'étais assez frappé par ce film parce que normalement, quand on va faire un film sur son hometown, comme on dit en anglais, soit on va être dans une nostalgie peut-être, soit on va trouver un incident pour documenter. Mais en fait, eux, c'est une espèce de portrait justement des personnages. On voit des jeunes comme eux. Mais aussi de tout, des flics. En fait, c'est un portrait assez global de Dieu qui aussi penche parfois vers la fiction et le cinéma, même si c'est un documentaire, mais dans le style encore, dans l'utilisation de la musique, le montage. Mais ce qui sort de tout ça, c'est un portrait très, très émouvant, finalement, de la jeunesse de cette ville. Donc, on peut se dire de leur jeunesse d'une certaine manière, parce que c'est beaucoup sur le lycéen. Et que, donc, c'est ni un documentaire froid de là où ils ont grandi, ni une fiction, ils vont inventer une histoire. C'est encore entre les deux. Est-ce que être dans cette logique de non-fiction, on va dire, plutôt que documentaire, est-ce que c'est pas aussi la meilleure façon de raconter les États-Unis, qui sont justement un territoire qui travaille beaucoup sur le mythe, qui se fictionne beaucoup? Oui, et même dans les documentaires, ça fictionne beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous dites aux Américains quel documentaire vous aimez, ils vont parler, à mon avis, des documentaires sur des crimes qu'on voit sur Netflix ou des documentaires qui sont nommés aux Oscars, où en fait, il y a beaucoup de mythes là-dedans aussi. Il n'y a peut-être pas assez de réalité parfois. Parce que même ces documentaires qui se définissent complètement comme des documentaires, ils utilisent des outils de la fiction, la musique, la narration, le montage pour inventer des choses qui se passaient vraiment pas en fait, ou qui se passaient dans un autre ordre. Donc je trouve que eux, au lieu de faire ça, ils sont d'une certaine manière plus honnêtes. Ce qu'ils disent tout de suite, OK, on sait qu'on utilise ces outils de la fiction, mais on va peut-être trouver une authenticité plus grande que la plupart des documentaires qui sont faits aujourd'hui aux États-Unis. Une façon peut-être d'être plus authentique, d'avoir des performances qui sont plus réelles, donc on est moins dans le mythe hollywoodien ou dans la fiction pure, mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est aussi une façon de faire des films pas trop chers. Parce que le cinéma indépendant aux États-Unis reçoit 0 financement de l'État, 0 aide. Donc, il faut que les cinéastes trouvent des moyens de faire des films pour pas très cher. Donc, je trouve qu'eux, ils ont trouvé un système de production qui, justement, parce qu'on est un peu dans le documentaire, on ne va pas se plaindre en tant que spectateur si un plan n'est pas parfaitement éclairé. En fait, on va dire, bon, c'est du documentaire, donc c'est pas grave si c'est un peu sombre. Et ça économise beaucoup sur le tournage, sur le temps que ça peut prendre avec même des films indépendants. Il peut y avoir des équipes de 50 personnes, mais avec eux, on voit qu'ils sont que 5 à faire le film. Cassavetes, il avait ses cachets d'acteurs, parce que donc c'est ça qui paye ses tournages en partie. L'autre chose, c'est quasiment tous ces films sont tournés dans sa maison et avec sa femme. Donc, c'est un peu moins cher. Donc, il faut toujours trouver des alternatives. Et ces alternatives, finalement, donnent la possibilité d'inventer quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ça qui font le frère Ross.
Je termine cet épisode en compagnie de Gilles, bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'information. On avait envie de prolonger cet entretien avec Jordan Mincer en vous recommandant des livres autour de la manière dont le sud des États-Unis est représenté au cinéma. Gilles, qu'est-ce que tu as à nous conseiller ? Alors je vous recommande 3 livres. Le premier, c'est Le Sud au cinéma, de The Birth of a Nation à Cold Mountain. C'est un ouvrage universitaire qui est dirigé par Marie-Diana Rieterian et Taina Tukkunen. Il est paru à l'École Polytechnique en 2009 et c'est le premier ouvrage en France sur ce sujet. Il y a d'abord une introduction qui analyse les fantasmes historiques sur lesquels s'appuient les représentations du Sud au cinéma, puis une série de 13 articles. Alors certains sont en anglais, d'autres en français, et cette série d'articles propose des approches par thématique, par film ou par cinéaste. Donc on peut lire aussi bien une étude sur le traitement de la guerre de sécession qu'une autre sur le cinéma de redneck, mais aussi un article sur la Floride dans Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, ou une étude sur l'adaptation de l'Odyssée d'Homère dans O Brother des frères Cohen. Ça s'appelle Le Sud au cinéma, de The Birth of a Nation à Cold Mountain, et c'est un ouvrage scientifique donc, mais c'est aussi une vraie traversée cinématographique. Le deuxième livre dont tu voulais nous parler, il analyse plus spécifiquement des personnages qui ont été incarnés par des actrices hollywoodiennes célèbres, comme Bette Davis, Vivien Leigh, Shirley Temple ou Elizabeth Taylor. C'est les personnages féminins dans les films du Sud. Oui, le deuxième ouvrage, en effet, c'est Demain sera un autre jour, le Sud et ses héroïnes à l'écran, qui est paru chez Rouge Profond en 2013. C'est aussi un livre qui est écrit par Taina Tukkunen, spécialiste donc de la littérature et du cinéma états-unien. En introduction, elle nous explique que les personnages de Belle du Sud matérialisent un espace historique, mais aussi fantasmatique, celui de la cause perdue, qui est une idéologie ségrégationniste revendiquée depuis la guerre de sécession. L'ouvrage est organisé en 7 chapitres thématiques. D'abord, Taina Tukkunen analyse les adaptations du roman La case de l'oncle Tom à travers les personnages féminins. Et puis, elle s'arrête sur Naissance d'une nation à travers le personnage fondateur de Belle du Sud, qui est incarné par Lillian Gish. Ensuite, elle souligne une mutation des représentations de la Belle du Sud à l'arrivée du cinéma parlant, en étudiant notamment Autant en emporte le vent. Et dans le chapitre suivant, elle va évoquer la figure de la mamie, l'esclave noire fidèle à sa maîtresse, notamment incarnée par Hattie McDaniel. Donc les 3 derniers chapitres parlent des enjeux du métissage, de la manière dont les portraits de Belle du Sud sont remodelés à partir des années 1950 et dont elles peuvent devenir des figures inquiétantes dans les films qui mettent en crise les représentations du Sud. Le titre, c'est donc Demain sera un autre jour, le Sud et ses héroïnes à l'écran. Là aussi, c'est un ouvrage universitaire, mais il souligne de manière claire comment s'entrelacent les approches esthétiques, historiques et politiques, en s'appuyant bien sûr sur un corpus de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et pour finir, un petit ouvrage très court sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. En effet, le dernier livre que je vous conseille s'appelle Le Rio Grande et la frontière USA-Mexique mise en scène. C'est un livre de la collection Ciné-Voyage, paru chez Espace et Signes en 2020, et qui est écrit par 2 journalistes, Clément Brault et Romain Wex. Donc il s'arrête sur le Rio Grande. C'est un fleuve qui sépare le Texas et le Mexique, à travers ses enjeux cinématographiques, et en replaçant sur des cartes les lieux où se déroulent plusieurs films. Les 2 auteurs proposent d'abord une introduction sur les représentations filmiques de la frontière, et puis ils vont structurer le livre en 4 chapitres. Le premier chapitre rappelle que le Rio Grande a été montré comme un lieu de naissance de la nation états-unienne, en opposition aux peuples autochtones et aux Mexicains et Mexicaines. Et le deuxième chapitre explique comment le personnage stéréotypé du Mexicain est venu remplacer celui de l'Indien dans une certaine mythologie cinématographique. Le 3e chapitre analyse les représentations des forces de l'ordre en lien avec le trafic de drogue. Et enfin, le dernier chapitre évoque les récits de migration. L'ouvrage s'appelle donc Le Rio Grande et la frontière USA-Mexique mise en scène. Le style est simple, la lecture est fluide et le propos est vraiment éclairé par de très nombreuses descriptions de films. Et vous pouvez bien sûr consulter ces ouvrages à la Bibliothèque publique d'information à Paris. Toutes les références ainsi que d'autres articles sur les frères Ross sont à retrouver sur notre site balise.bpi.fr. Quant au cycle Les Blank et les Ross Brothers Americana, il est à découvrir au Centre Pompidou du 12 avril au 9 juin 2023.
Merci d'avoir écouté Pour une poignée de doc. Cet épisode a été réalisé par Marion Caro avec l'aide de Harry Boss et avec la participation de Jordan Mincer et Gilles Dégis. Pour une poignée de doc est produit par Balise, le magazine de la BPI, en partenariat avec le SAE Institute. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.